Bon, ce que je vous propose, eh bien, c'est qu'on débute cette conférence dans le cadre de la journée régionale des métiers des sports. Si tout le monde en est d'accord, puisqu'on a à peu près jusqu'à 16 heures pour pouvoir échanger. D'ici quelques instants, bienvenue à vous. Merci d'être présent dans le cadre de cette journée. Avec ce projet métier pluriel porté par profession, sport et loisirs en général. On a la chance aujourd'hui d'avoir naturellement Loris, chargé de développement, chargé de mission, agent de développement à la PSL 27, justement, qui a mis tout en œuvre pour la réussite de cet après-midi. Nous allons parler des métiers du sport. Nous allons parler principalement aussi de la féminisation, puisque c'est un peu le cœur du projet pluriel porté par les ministères. Et vous êtes porteur de ce projet au niveau de la PSL. Vincent, je vous laisse présenter, dire bonjour, et puis je reprendrai la parole. Bonjour à toutes et à tous. Rapidement, je ne vais pas m'épancher sur le sujet, mais juste vous présenter Métiers Pluriels. Donc en fait, c'est un concept, c'est un dispositif qui avait été créé il y a quelques années, et notamment par notre fédération, donc la fédération profession sport et loisirs au niveau national, pour mettre en lumière la féminisation des métiers du sport, mais des métiers au sens large, et pas forcément des métiers de terrain, mais aussi tous les métiers qui soient administratifs ou connexes au monde du sport. Et c'était donc principalement de faire témoigner, et nous c'est dans cette approche-là qu'on l'a fait aujourd'hui, de faire témoigner des femmes qui sont investies professionnellement, associativement dans le monde du sport, et qu'on puisse avoir un échange et un débat aussi sur ces sujets-là, sur leur parcours, parce qu'on sait que le monde du sport, même s'il évolue, et il évolue bien, mais pendant très longtemps, on est resté quand même sur des clichés. Voilà. Il y a beaucoup de clichés, et que ça n'a pas forcément été facile pour ces dames de se faire un nom, une place dans ce monde qui est de connotation très masculine à la base. Donc rapidement, c'était pour la présentation. Et après, cet après-midi, se caler dans un programme un peu plus global qui est la semaine des métiers du sport. Donc pareil, en partenariat entre notre fédération nationale et le ministère des Sports. Et donc j'en profite pour remercier l'UFR de STAPS de nous accueillir dans leurs locaux, aux étudiants d'être présents. Et puis, je vous souhaite un bon débat. Voilà. Merci, monsieur le directeur. Bon, ce que je vous propose rapidement, puisqu'il y aura un temps, justement, on va parler des témoignages de personnes qui activement donc, travaillent dans les métiers du sport, et sur le volet féminin, puisque c'est un peu aussi l'objet principalement de cette journée. Et je vais laisser Loris Chopier nous parler, nous faire une présentation des métiers, plus proprement dit, d'un état des lieux des métiers du sport, de la formation. Et une nouvelle fois, comme le disait Vincent, merci au staff de l'Université de Rouen de nous recevoir aujourd'hui. Allô ? Oui, ça fonctionne. Merci Olivier, merci de me passer la parole. Effectivement, je remercie à nouveau l'Université de Rouen-Normandie de nous mettre à disposition les locaux dans le cadre de ce partenariat, et puis surtout l'événement Métiers Pluriels qui prend place avant tout dans le cadre de la semaine des métiers du sport. On parle métier, on y vient. La semaine des métiers du sport au global, ça intervient pour présenter l'ensemble des champs de formation disponibles dans les métiers du sport. Donc très rapidement un petit laïus, parce que je vais essayer d'être bref, c'est pas moi que vous êtes venu écouter, c'est des figures qui nous ont fait le plaisir de répondre présent aujourd'hui. On a 3 voies principales, donc la voie universitaire, historiquement reconnue partout en France comme la voie pour accéder au professorat, mais de nombreux parcours différents existent et de nouveaux voient le jour récemment. On est sur des formats de longues études avec un premier diplôme en Bac plus 3, donc licence, master, doctorat. Bonjour, bienvenue, asseyez-vous. Donc, je disais pour les nouveaux arrivants, les formations dans les métiers du sport, la voie universitaire STAPS, donc parcours assez long, licence, master, doctorat, Bac plus 3, Bac plus 5
et plus, si on veut, avec du multiple parcours. Hein, bon, ça va de management du sport, les métiers qui tournent autour de l'organisation du mouvement sportif, en passant par les métiers de la santé. On va parler de tout ce qui tourne autour des APAS, activités physiques adaptées santé. On a aussi l'ergothérapie, donc tout ce qui tourne autour de l'optimisation du matériel sportif et l'optimisation de la performance par la pratique aussi, l'entraînement. Et puis, donc ça c'est les formats plutôt longs. Sur les formats plus courts, on va avoir les diplômes décernés par le ministère Jeunesse et Sport. Donc là on parle de BPGEPS, des GEPS et des SGEPS, des formations qui sont accessibles à partir de 18 ans, avec ou sans le bac, avec en passant des tests d'entrée sportifs, etc. Avec pas mal de mentions, on a activité physique pour tous, le domaine aquatique qui est beaucoup recherché en ce moment, on le sait, par les collectivités sur l'animation des piscines. Et puis pour l'organisation et vraiment l'entraînement, la compétition, les fédérations ont développé leur propre filière de formation avec les CQP, avec des niveaux d'expertise de plus en plus poussés pour entraîner au plus haut niveau. Voilà pour ce petit laïus sur les formations. Je recadre en quelques chiffres le métier pluriel. Donc, l'objectif de métier pluriel, nous on part du principe que la pratique sportive, les métiers du sport sont des métiers passion, et la pratique sportive pousse à s'identifier et à se projeter vers des métiers du sport. Or, on constate en France que 36% des éducateurs sportifs sont des femmes, et ce chiffre tombe en dessous des 20% si on retire les activités qui ont une connotation féminine, avec la gymnastique, les activités artistiques et l'équitation, mais j'y reviendrai. Donc nous souhaitons promouvoir les métiers du sport, leur filière de formation auprès des femmes, et notamment les jeunes filles, en contribuant aux questions d'équité de genre dans le monde du sport et de l'emploi. Les objectifs du projet, ils sont clairs. On souhaite réduire l'écart et, vous les avez affichés, mais le but de ces actions, c'est vraiment de créer une synergie, de créer un point de départ et d'engranger des actions, on le souhaite, avec les partenaires sociaux et les partenaires comme le ministère, etc. Donc les enjeux et projections, on va en parler, hein, les questions de parité, lutte contre les stéréotypes, participer à des actions de promotion et d'information pour faciliter l'accès des métiers du sport. Et on parlait justement d'égalité de genre, etc. On a pu retrouver quelques petits chiffres. Ici, c'est l'extraction d'une enquête de la C3D, donc une conférence des doyens de STAPS, de 2018 à 2021. Ça a été réalisé auprès d'étudiants de 47 UFR STAPS différents. Donc on a ici une enquête d'insertion professionnelle à 2 ans après l'obtention du diplôme. Donc on peut voir que sur un nombre assez conséquent quand même de répondants, on a 3796 répondants, on a une part importante d'hommes, donc 63% d'hommes et 37% de femmes, avec, on retrouve toujours la classique qu'on trouve, le différentiel de rémunération entre les hommes et les femmes à N+2. Donc les problématiques de la féminisation dans le sport et dans les métiers du sport, on les retrouve dans la filière STAPS aujourd'hui, mais on les retrouve aussi de toute manière dans la filière jeunesse et sport. Je remercie la Dragesse Normandie qui nous a procuré ces chiffres qui datent de ce mois-ci. On a ici un tableau qui présente l'extraction des diplômes jeunesse et sport par genre depuis 2022. Il y a beaucoup de chiffres, mais grosso modo, ce qu'on peut constater, c'est qu'on a une surreprésentation du public féminin sur tout ce qui est activité de la culture, avec les BPGEPS, animation culturelle, donc avec les catégories animateurs qui sont soulignés en bleu. Et quand on arrive dans éducateur sportif, vous pouvez voir en haut 61% d'hommes en 2022 et 39% de femmes en 2022. Ce chiffre, il tend un petit peu à s'augmenter avec les années. On n'a pas encore assez de données pour les titres qui procurent plus de responsabilités au niveau des GEPS, mais même si on remarque, comme je disais tout à l'heure, que activités équestres, etc., les activités qui peuvent être connotées genrées, on a toujours un fort contingent féminin. Donc voilà là-dessus.
Le débat qui va suivre, parce qu'il faut quand même au bout d'un moment passer le micro à celle que vous êtes venu écouter. On va parler de plusieurs thématiques. La reproduction de genre, notamment, je le disais, le fait que le sport a été créé par les hommes, pour les hommes. Donc on a tendance à reproduire les choix de ses pairs et à s'identifier via les modèles. Donc tout ce qui est en rapport avec le leadership et les codes sociaux qui sont à noter, les hommes vont avoir tendance à plus se diriger dessus. Le plafond de verre aussi, on va en parler. J'en profite d'ailleurs pour vous recommander l'ouvrage Le sexisme dans le sport de Béatrice Barbus, qui est sociologue et vice-présidente de la fédération de handball et qui a été du coup la première présidente d'un club sportif professionnel en France avec l'US Ivry Handball. Donc, qui a écrit un bouquin là-dessus, sur les plafonds de verre et sur les discriminations, etc. Et les réseaux professionnels aussi, l'accès au réseau, la conciliation travail-famille. Je sais que c'est un sujet qui est à faire sur le débat tout à l'heure. Et naturellement, tout ce qui est lié au harcèlement, les discriminations liées aux femmes. Donc, voilà. Donc Olivier, je te rends la parole et puis je t'invite à Merci Loris. Voilà, c'est cet état des lieux par rapport au métier, par rapport à la formation autour des métiers du sport, avec aujourd'hui donc un focus principalement sur les métiers du sport au féminin. Et on va passer directement aux actrices, aux acteurs, parce que c'est important justement de pouvoir parler du terrain, que ce soit institutionnel ou même dans la prise de responsabilité dans les clubs, dans les associations. On va pouvoir aborder les domaines, le risque que tu viens de montrer. Donc on a la chance d'aujourd'hui, on va les accueillir, qui vont venir prendre place derrière vous. Delphine Bunel, qui est présidente des Valkyries Normandie Rugby Club, et puis qui a d'autres fonctions dont elle reparlera, ne serait-ce qu'à la Fédération française de rugby depuis quelques semaines maintenant, quelques jours, et qui a un métier aussi, puisqu'elle travaille dans la formation auprès des centres des CFA, voilà, des centres professionnels de formation depuis près de 30 ans d'ailleurs. Vous avez été un petit peu moins, non, 30 ans. Mais j'aime bien comme ça dire. Mais oui, non, mais si, c'est comme ça. Ouais, non, c'est bien, plus de 30 ans, c'est bien. Non, c'est pour dire que, bon, vous avez commencé toute petite. Magali Lagache, qui est avec nous, responsable du service des sports et de la vie associative à la ville de Barentin. Barentin, cité des arts. Bienvenue Magali. Nous allons parler là aussi, puisque vous avez un parcours dont vous allez nous parler. Et puis on va accueillir Pascal Raveau, directrice de la promotion du sport et de l'animation du territoire de la ville d'Évreux. Après là aussi avoir sillonné sur d'autres villes du territoire. Ce que je vous propose, plutôt que je raconte des bêtises sur le vécu, c'est que vous vous présentiez un petit peu par votre parcours et puis on va lancer assez directement après. Qui veut commencer à parler? Delphine, vous voulez commencer à vous présenter, justement, nous dire comment vous êtes arrivé aussi dans le sport, comment votre parcours vous a amené dans le sport et ce que vous faites à l'heure actuelle. Bonjour à tous, donc je suis Delphine Bunel, je suis invitée ici en tant que présidente du club des Valkyries, donc c'est un club de rugby féminin. J'ai commencé mon parcours en STAPS, donc j'ai fait ça, je me suis arrêtée en licence moi, et après ma licence, j'ai tenté le concours que je n'ai pas eu, et 2 fois je crois. Et j'ai trouvé un poste en tant que formatrice EPS dans un CFA du bâtiment. Donc voilà, c'était quelque chose de très féminin déjà à l'époque. Et ensuite, côté sport, j'étais athlète, donc j'ai fait 20 ans d'athlétisme. J'ai eu 2 enfants et après je me suis dit, j'avais un niveau correct en athlé. Et je me suis dit comment je vais faire pour prendre autant de plaisir que ce que j'avais avant sans faire les performances que je faisais avant. Donc j'ai décidé de changer radicalement d'activité et je me suis lancée dans le rugby. Et le rugby, voilà, j'ai découvert un nouveau monde. J'étais novice,
Sauf que j'avais quand même un passé de sportive et je suis rentrée dans un club qui était très ambitieux et on est monté au fur et à mesure de niveau. Et voilà, j'ai pris un plaisir fou à faire ça et on m'a proposé dans l'intervalle, au bout de, je crois, 6 ans, de prendre la présidence du club. Donc au début, il était hors de question que je prenne ça parce que j'en étais pas capable, tout simplement, enfin, du moins je le pensais. Et puis au fur et à mesure, voilà, j'ai fini par accepter. Et on a monté le club, on l'a professionnalisé en tout cas. Et il marche plutôt bien maintenant, plutôt très bien même. Et depuis peu, on m'a proposé de rejoindre les rangs de la Ligue de Normandie de rugby, ce que j'ai fini par accepter. Voilà, même si au début je pensais que c'était pas ma place. Et au mois de juin, je reçois un coup de téléphone par rapport à toutes les activités et tous les événements qu'on avait pu monter dans le club. Au niveau de la fédération, on m'a demandé de faire partie de la liste du président actuel, donc Florian Grill, et la liste est passée. Du coup, je me retrouve élue au comité d'organisation politique de la Fédération française de rugby. Entre-temps, j'ai créé mon entreprise, donc j'ai quitté le monde du CFA et j'ai créé mon entreprise qui est en lien avec la formation. Et pareil, je pensais que je ne serais pas capable de faire ça et j'ai osé le faire. J'y suis allée et voilà. Donc là, j'en suis là. Voilà, merci pour cette présentation. Là, je note que vous avez été présente, mais qu'on est venu aussi vous chercher un peu. Donc c'est bien. Donc il y a des choses, quand on provoque, on peut venir, voilà, attiser la curiosité, te dire mais oui, cette personne est capable d'être avec nous. Donc ça peut faire partie aussi des pistes dont on va discuter tout à l'heure. On va poursuivre. Je suis en train. Pascal, vous voulez parler d'Évreux, et puis on reviendra sur Barentin pour aller un petit coup dans l'heure. Pascal, vous êtes, donc depuis quelques mois maintenant, sur la ville d'Évreux pour animer donc, toute l'activité sportive et puis sociale sur la ville. C'est ça. Ça marche là ou pas? Parlez fort, je pense. Oui, donc moi j'ai un parcours différent de celui de Delphine. Je viens évidemment du milieu du sport, j'ai été athlète, comme quoi, voilà. Donc dans l'heure. Tout à l'heure, Olivier disait que le sport était effectivement un métier de sport passion. Je me rappelle être dans ces locaux-là, j'avais 19 ans. Et puis, la filière sportive, STAPS, n'était pas encore montée. Et donc, je m'étais focalisée sur une fac de lettres. Et donc, je prends mon inscription, parce qu'à l'époque, on venait dans les locaux pour prendre son inscription à la fac. Je prends mon inscription et je vois une petite affiche qui marquait « Création de la filière STAPS ». Et à l'époque, c'était « Gestion des activités physiques et sportives ». Et donc, je suis allée annuler mon inscription en fac de lettres et je suis allée sur le guichet suivant pour m'inscrire effectivement sur cette première année d'ouverture sur la fac gestion des activités physiques et sportives. Et ça a été vraiment, on va dire, un coup de cœur puisque j'étais une bonne sportive et que je me voyais bien travailler dans le sport, mais voilà, j'avais loupé les concours pour rentrer à l'UREPS à l'époque. Et donc voilà, donc je me dis, c'est l'opportunité quand même d'y aller. Et donc j'ai fait 2 ans à la fac, et puis après je me suis réorientée, j'ai passé un brevet d'état d'éducateur sportif. Et à l'époque, j'ai eu la chance d'avoir une grosse structure sport-loisirs qui se crée dans l'Eure, à Center Park, donc à côté de Verneuil-sur-Avre. Et donc j'ai été prise en tant qu'éducatrice sportive à Center Park. Donc voilà. 2 ans là-bas, donc ça n'était pas du tout dans le public, c'était vraiment une structure privée qui m'a permis de découvrir l'activité loisir, l'activité un peu commerciale et aussi la qualité de service qu'on a vis-à-vis du public. Donc j'organisais tout, les cours d'aquagym, les tournois de pétanque, de volley, les randonnées à pied, etc., etc.
Et les soirées aussi. Une grossesse est arrivée, c'était difficile pour moi de pouvoir concilier et mon activité professionnelle qui prenait beaucoup de temps. Hein. Vous imaginez, cette activité à Center Parcs, c'est comme si on travaillait dans une autre structure voilà, de loisirs commerciaux. Donc j'avais du mal à me projeter sur travailler en soirée, travailler en week-end, travailler les jours fériés, etc., etc. Et donc j'ai décidé de reprendre les études. Et donc je me suis, on va dire, réinscrite sur une fac de langue pour avoir une inscription, on va dire, à l'université qui m'a permis de travailler pendant 4 ans en tant que surveillante d'externat, ce qu'on appelle AED maintenant. Et donc j'ai passé un brevet d'État. Enfin, j'avais déjà un brevet d'État et j'en ai repassé un deuxième. Donc ça m'a donné la possibilité de repasser un deuxième brevet d'État pendant cette période. Et voilà, donc une grossesse, une deuxième grossesse, une autre opportunité de travailler dans un centre de loisirs. Donc sur Verneuil-sur-Ain, voilà, la directrice partait. Et donc j'ai été recrutée avec le brevet d'État que j'avais, donc j'avais l'équivalence du BAFD, donc j'ai été recrutée en tant que responsable du centre de loisirs. Et voilà, et là vraiment a commencé, on va dire, ma carrière professionnelle, donc non pas dans le sport, mais dans le secteur jeunesse. Et donc j'y suis restée 13 ans. 13 ans, ce qui m'a permis de faire 2 autres enfants, donc on arrive à 4, et de pouvoir passer les concours de la fonction publique territoriale. Donc, avec un brevet d'État, donc j'ai pu passer le concours de catégorie B d'éducateur sportif. Donc, j'ai attendu la sortie de cette filière qui est quand même arrivée assez tard. Donc, dès que le concours éducateur sportif est sorti, je l'ai passé, je l'ai reçu, j'ai été reçu. 2 ans plus tard, le concours de conseiller, donc catégorie A, est sorti. Je l'ai tenté, j'ai été reçue. Et donc, ça m'a donné la possibilité, après, de pouvoir gérer un service des sports. Donc là, ça commence à être plus difficile, puisque un service des sports, donc c'est une ville relativement importante, au moins plus de 10 000 habitants. Et où j'habitais, où je travaillais, ça n'était que 7 000. Donc, de toute manière, j'aurais pas pu... Enfin, un service de sport ne pouvait pas avoir lieu dans cette ville. Et donc, il a fallu trouver un autre poste. Et là, je me suis expatriée à côté de Troyes, où j'ai eu mon premier poste sportif, donc sur la ville de Romilly-sur-Seine. Donc vous imaginez, j'avais à l'époque 36 ans à peu près, 36-37 ans. Laisser les 4 enfants à mon mari et puis partir toute la semaine à côté de Troyes, donc ça fait 3-4 heures de trajet en fonction des embouteillages sur Paris, revenir voilà, que le week-end, etc. Donc le sport, pour nous, les femmes, souvent, c'est un choix familial. Donc c'est un sport passé, un métier passion, mais si on n'a pas un conjoint qui est en adéquation avec vos choix, s'il n'est pas là pour vous soutenir, notamment quand vous avez des enfants, c'est d'autant plus difficile. C'est vrai que si mon mari m'avait dit « il n'est pas question que tu ailles à Troyes, là-bas, pendant travailler », ben, je serais restée directrice de centre de loisirs et voilà, j'aurais fait ma carrière là, quoi. Donc c'est une passion, mais voilà, il faut vraiment qu'il y ait une connexion dans la vie familiale, il faut qu'il y ait des sacrifices, et que ben voilà, mon mari il a accepté pendant 1 an de s'occuper seul des enfants et de gérer la maison seul, de façon à ce que je puisse, moi, dès que je pouvais, revenir dans la région. Donc ce que j'ai réussi à faire 1 an plus tard, en étant recrutée à la mairie de Maromme. D'ailleurs, un petit coucou à Martin qui est là, qui est également directeur des sports à la ville de Maromme. Donc voilà, donc j'ai pu réintégrer la région, donc ça a été plus facile familialement, bien sûr. Et depuis, donc j'ai été recrutée à Maromme, ensuite à Val-de-Reuil, et depuis 6 mois maintenant sur Évreux. Voilà. Donc, à mon avis, il ne faut pas se fermer la porte.
sur mon expérience, Magali pourra peut-être le confirmer, je n'ai jamais eu de bâton dans les roues en tant que femme sur ce type de métier. De toute manière, voilà, les concours sont accessibles à tous. Il n'y a pas, on est tous égaux, femmes ou hommes, devant les concours, aussi bien sur l'écrit que sur les oraux. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Par contre, j'ai toujours ressenti qu'on attendait toujours de moi, il fallait toujours que je prouve et que je fasse mes preuves. Et que je pense que l'on ne demande pas la même chose à un homme qui prend ce type de poste. Sur tous les postes que j'ai pris, ça a été quand même, il faut prouver que vous êtes en capacité de gérer un service, de gérer une équipe, de monter des projets, etc. Et ça m'a souvent été dit. Il n'y a jamais eu de discrimination sur l'embauche. J'ai fait souvent des recrutements, puisque lorsque j'étais en recherche d'emploi, de mutation, donc j'ai fait quand même beaucoup d'entretiens. Donc j'ai souvent été prise sur des entretiens que soit j'ai décliné, etc. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais une fois qu'on est recruté, voilà, il y a quand même, vous devez prouver que vous faites aussi bien qu'un homme. Voilà. Donc là, on est vraiment sur la partie la femme doit prouver. La femme doit prouver. Doit prouver, et pas seulement dans le sport. Non. Et le sport peut être facteur encore plus de difficultés, puisque le sport a été, comme vous l'aviez répété tout à l'heure, créé pour les hommes, par les hommes, pour les hommes. Donc on va essayer d'aller un peu plus loin. Magali Lagajbou, vous êtes sur Barentin, et on va revenir justement sur cette difficulté d'associer la vie familiale et au poste. Est-ce qu'on choisit le sport pour pouvoir vivre une vie familiale? On choisit un métier du sport pour pouvoir vivre une vie familiale. On va le voir d'ici quelques minutes. On va en rediscuter. Magali, je vous laisse vous présenter. Merci, bonjour. Donc moi j'ai fait aussi des études STAPS, donc ici, à Mont-Saint-Aignan, donc il y a quelques décennies. Donc j'ai fait une maîtrise, donc à l'époque entraînement. Ensuite, j'ai souhaité la compléter par une licence d'administration publique. Donc j'ai fait l'IPAG. J'étais le premier étudiant à intégrer l'IPAG. Donc je vous laisse imaginer que je n'avais jamais vu un étudiant STAPS dans une formation, on va dire, en droit public. Donc c'est une formation qui permet l'accès au concours, notamment de la fonction publique territoriale. Donc j'avais quelques enseignants qui avaient quelques doutes sur les capacités d'un étudiant en STAPS à pouvoir être cultivé, à pouvoir acquérir des notions en droit. Mais je l'ai eu, et ça m'a aussi ouvert les portes donc, du monde des collectivités territoriales, donc des communes, des départements et des régions. Donc j'ai pu ensuite, après mes études, intégrer une mairie. Donc moi je travaille plutôt dans le domaine rural, donc une mairie du Pays de Caux, de 4000 habitants, qui souhaitait créer un service des sports. Donc je l'ai mis en place. Ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant, même si je n'avais que 27 ans. Et il a fallu effectivement faire ses preuves, aussi bien auprès de ces agents masculins qui me disaient que j'avais l'âge de leur fille, qu'auprès des élus et des commissions sport qui sont encore aujourd'hui essentiellement masculines. Et auprès des présidents d'associations, ça c'est aussi très masculin, même si ça évolue quand même aujourd'hui. Donc moi j'ai vraiment aimé la mise en place de ce service. Donc on a plusieurs volets dans un service. On a une partie gestion d'infrastructures, donc planification de l'utilisation des équipements, gestion du personnel qui en a l'entretien, que ce soit des stades, des salles de sport, voire des piscines aussi, puisqu'on avait une piscine découverte à l'époque sur la commune sur laquelle je travaillais. Et puis tout un volet animation, qui est vraiment aussi intéressant. Donc même si on n'a pas d'éducateur sportif à proprement dit en tant que personnel, on peut faire appel à des prestataires, à des associations pour intervenir sur le domaine scolaire, sur le temps périscolaire, donc en dehors de l'école, comme sur le temps de la cantine ou après l'école, et pour faire aussi des manifestations. Donc voilà. Et puis après, j'ai intégré 2 autres communes, dont Barentin, la dernière en date, en tant que responsable de service des sports. Donc je rejoins tout à fait Pascal. Il faut quand même beaucoup d'investissement. Donc ça ne m'a pas empêché d'avoir un enfant, mais il faut travailler le soir, le week-end, puisque les réunions avec les bénévoles se font le soir, avec les écoles aussi, les enseignants travaillent en journée, et puis avec les présidents d'associations aussi. Mais ça n'empêche pas qu'on
puisse avoir une vie aussi familiale, parce que j'ai pas dû m'expatrier non plus très loin. Voilà. Merci Magali. Donc on parle de double journée généralement pour les femmes. Donc quand en plus on pratique un sport, on est sur une triple journée, quoi. Donc on va en parler aujourd'hui. Laurie, je propose qu'on passe une petite capsule pour illustrer vos propos par rapport à la famille. Faire un tour du côté de la gymnastique. Je m'appelle Colombe, j'ai 54 ans, je suis maman de 3 enfants et je suis éducatrice sportive en gymnastique artistique. J'ai un brevet d'état de 1er et 2e degré, toujours en gymnastique artistique, et j'ai été gymnaste de haut niveau. Je pratique la gymnastique depuis mon enfance et quand j'ai arrêté ma carrière de gymnaste de haut niveau, le métier m'est venu vraiment naturellement. J'avais vraiment envie de transmettre ma passion et les aspects pédagogiques étaient quelque chose qui me plaisait. Devenir éducatrice sportive était donc un moyen de combiner ces deux aspects. Ma principale difficulté a été de concilier mon emploi du temps professionnel et ma vie de maman. J'ai profité de mon congé maternité pour réfléchir à mon évolution professionnelle et j'ai donc choisi de préparer le concours du professorat de sport pour évoluer professionnellement et aussi pouvoir adapter mon emploi du temps à la vie de famille. Moi, ce que je pense, c'est qu'il n'y a pas de différence entre un éducateur et une éducatrice sportive. Ce qui est important, c'est surtout la personnalité, l'expérience et les compétences de la personne. Ce que je conseillerais aux femmes qui veulent se lancer dans les métiers du sport, c'est d'oser. Ayez confiance en vous, car il y a une grande diversité des pratiques et des publics. Mais renseignez-vous bien sur les possibilités d'évolution de carrière. C'est un projet qui se pense et qui se réfléchit en amont. La féminisation des métiers du sport est en cours. Les femmes doivent continuer de se positionner, de s'affirmer pour trouver leur place. Comment fait-on alors pour trouver sa place quand on veut aussi mener une vie de famille? Parce que là, on en parle vraiment du côté féminin, mais les hommes pourraient vous répondre, oui, c'est de la même façon, nous aussi, il faut qu'on trouve notre place. Dans vos parcours, encore à l'heure actuelle, on va vers des métiers qui peuvent permettre de concilier une vie de famille. Le sport permet ça. Là, je vais vers le professorat parce que ça va me permettre de continuer à avoir une vie de famille. Est-ce que c'est propre au sport ou ça va beaucoup plus loin? Qui peut en parler au niveau de Delphine? C'est malin, hein? Delphine, quand elle est arrivée, je l'ai appelée Sandrine. Donc voilà. Donc maintenant, j'ai toujours un doute. Donc par rapport à Delphine, par rapport justement à ce rapport au métier, ce rapport à la vie professionnelle et la vie familiale, comment vous le percevez? Alors, moi, je pense que pour que tout cela fonctionne et puisse s'articuler de manière aisée, il faut être bien accompagné. Donc là, pour le coup, j'ai été très bien accompagnée. J'ai un mari qui était complètement derrière moi, des parents aussi, qui ont pris le relais quand il y avait besoin, parce que tant que je n'étais que athlète, j'avais pas, enfin si, j'ai eu des enfants après, mais sur ma fin de carrière d'athlète, mais même là, les enfants, je les emmenais sur le stade. Ils ont gambadé. Je pense que Pascal, tu as vécu un peu la même chose. Voilà, ça gambadait. Et après, quand j'ai fait du rugby, mon fils avait 4 ans et ma fille était toute petite. Elle avait à peine 1 an. Et on a commencé à aller très très loin sur les déplacements. Donc, il a vraiment fallu que quelqu'un prenne le relais de tout ça. Donc, voilà, c'est épaulé. Je pense qu'on ne peut pas forcément le faire seul. Il faut que ça fasse partie d'un projet familial et d'un projet commun. Voilà, il faut que les gens doivent accepter aussi de partager les tâches et je vous encourage à le faire aussi.
Et vous, Magali, justement sur ce parcours, cette difficulté au choix du métier, est-ce que votre partenaire est aussi acteur du milieu sportif? Comment ça se passe? Est-ce qu'il faut vivre les mêmes passions? Pas du tout. Non. Dans ma famille, on n'était pas sportif. En fait, j'avais choisi la filière STAPS parce que moi, j'étais volleyeuse, donc j'ai joué, mais pas à un haut niveau, National 3 à Elbeuf. Et puis, c'était un peu aussi par défaut. Je n'étais pas trop mauvaise en EPS au lycée, donc au moment du choix, allez. J'ai fait le concours à l'époque, fac du sport, et j'ai été reçue. Après, non, on n'a pas besoin forcément. Enfin, moi, je n'ai pas eu un enfant tout de suite, mais j'ai pas eu l'impression que même avec un enfant, j'aurais été empêchée dans ce métier, puisqu'on peut quand même choisir, entre guillemets, avec l'adjoint en sport, nos dates de réunion. On a des manifestations, mais suivant la taille de la commune, elles ne sont pas non plus forcément toutes les semaines. On n'a pas... Voilà, parce qu'on fait quand même des heures qu'on doit récupérer, c'est un coût pour la collectivité. Donc non, pour moi, c'est pas un frein. Après, effectivement, j'ai pas eu à faire des déplacements, hein. Moi, je me suis déplacée de 10 km en 10 km pour mes choix de mairie, puisque l'avantage de la fonction publique territoriale, c'est qu'on postule. Donc effectivement, j'ai eu la chance de pouvoir postuler dans des mairies qui étaient très proches, en fait, de mon lieu de vie. Donc ça ne m'a pas posé de problème, même de finir à 19 ou 20 heures, puisque je n'avais pas 1 heure de trajet à faire derrière, ou 2 heures. Donc ça change tout, en fait. Et au niveau de la pratique, Pascal, vous avez poursuivi aussi une activité sportive avec votre... vous étiez donc sur Verneuil dans un premier temps, ensuite principalement à gérer des équipes, à essayer d'appliquer des politiques aussi de la ville qui peuvent être différentes. Alors comment on vit tout ça? Eh ben, on le vit très mal. Moi, personnellement, je le vis très mal puisque j'ai été athlète. J'ai donné pendant 25 ans des cours de gym quand j'étais sur Verneuil, donc quand j'étais sur mon poste jeunesse, où je pratiquais beaucoup de sports perso et aussi dans une association. Donc voilà, donc je pratiquais, je donnais des cours, j'avais une activité accessoire, donc j'étais directrice de centre de loisirs à la journée, et en soirée j'étais dans une association à donner des cours d'activités sportives pour les enfants, mais aussi pour des adultes. Donc ça me donnait l'occasion de faire beaucoup de sport. Dès que j'ai intégré un métier sportif, donc en tant que directrice d'un service des sports, et donc là en fin de compte je faisais pratiquer aux autres, et moi je me suis rendu compte que j'avais plus le temps de pratiquer. Les enfants, etc. Mais aussi parce que les réunions en soirée avec le milieu associatif, les manifestations le week-end. Et puis voilà, quand on rentre à 19h et qu'on a parlé sport toute la journée, à un moment donné, j'avais vraiment plus la motivation. Donc voilà, je continue à m'entretenir, puisqu'on est plutôt à ce niveau-là, quoi, à faire le footing du week-end et un peu d'abdos avec mes filles quand elles viennent le week-end à la maison. Mais moi je l'ai senti, je suis frustrée, hein. J'ai passé quand même 13 ans à travailler à l'intérieur d'un stade couvert, quand j'étais à Val-de-Reuil, donc il y avait le stade Jesse Owens, si vous connaissez, donc super piste d'athlètes de 200 mètres, avec une salle de musculation, je n'ai quasiment jamais pratiqué dans le stade, quoi. Pourtant, je suis athlète, quoi. Voilà, à un moment donné, quand on arrive, quand on a des fonctions de cadre et qu'on a une collectivité qui est très dynamique au niveau du sport, qui demande beaucoup d'investissement au niveau des associations, c'est vrai qu'on met sa pratique sportive personnelle un petit peu en stand-by. Donc voilà, je me dis que je la reprendrai quand je serai à la retraite maintenant. Je me suis dit ça quand j'attends que les filles soient grandes pour repratiquer. Maintenant, je me dis j'attends d'être à la retraite pour pouvoir repratiquer comme j'en ai envie. Mais voilà, donc ça fait partie aussi d'une des contraintes parce qu'il y a de la route. Voilà. Après, je pense que si on prenait, je sais pas, un métier médical, les infirmières, elles doivent avoir les mêmes contraintes, ou les personnes qui travaillent dans le commerce, elles doivent avoir les mêmes contraintes. Donc voilà, tout métier a des contraintes. Ce métier de cadre territorial demande quand même beaucoup d'investissement.
Alors voilà, tout dépend de la taille de la collectivité et la politique sportive de la collectivité qui demande ou pas beaucoup d'investissement. Mais effectivement, la pratique perso s'en ressent un petit peu, quoi. Et d'ailleurs, vous parliez, parce qu'il me semble aussi, de prise de responsabilité, et je crois qu'aussi vous êtes responsable régional de l'Andis. Alors, Vous pourriez expliquer ce que c'est que l'Andis, parce que il faut pouvoir rallonger aussi un peu ses journées. Oui, et voilà, donc, c'est ça. voilà. Alors là, j'ai deux de mes collègues qui sont là, de l'Andis également, et puis Magali aussi, elle fait partie de l'Andis. Donc l'Andis est une association nationale qui est régionalisée, c'est-à-dire que chaque région de France a son Andis, et après on a un bureau régional. Donc c'est une association professionnelle qui rassemble les directeurs et les intervenants des structures sportives, donc tous les directeurs, directrices de services des sports, mais aussi les directeurs de structures publiques. Donc je précise bien, c'est public et non pas dans le privé. Donc voilà, donc nous avons une association en Normandie. Donc j'ai été présidente pendant quelques années. Donc maintenant c'est Samuel depuis quelques mois qui a repris le flambeau. Et donc cette association, eh bien, nous permet d'être en réseau avec les directeurs de services des sports normands et de la France, puisqu'on se réunit régulièrement aussi avec les autres collègues, pour échanger sur nos pratiques, sur les politiques publiques, mais aussi sur des sujets plus techniques, la gestion des terrains de grands jeux, le zéro phyto, les violences sexuelles et sexistes, enfin voilà. Donc tous les thèmes qui nous intéressent dans nos quotidiens de public sportif sont débattus lors de ces journées, puisqu'on organise des journées régionales. Et voilà. Donc c'est quelque chose qui est très important, parce qu'on est en réseau, on n'est pas seul, et on peut discuter de nos problématiques et d'avoir les bonnes pratiques aussi des uns et des autres. Voilà. Et est-ce que la féminisation fait partie des thématiques que vous pouvez débattre par rapport justement aux politiques de la ville, aux outils que vous pouvez mettre à disposition? Est-ce que vous vous dites, mais si on veut que le milieu féminin fasse encore plus de sport, il faut pouvoir les accueillir? Est-ce que ça fait partie des débats que vous pouvez avoir? Alors, on n'est pas très nombreuses. On est une cinquantaine d'adhérents sur la Normandie. Et Samuel, hier, Martin, sur ton PowerPoint, tu me disais qu'on était à peine 10 représentantes féminines sur la Normandie. Donc, c'est vrai qu'on est très peu représentés. Alors, est-ce que... Enfin, je n'ai pas les chiffres exactement du nombre de directrices de services des sports en Normandie, mais en règle générale, oui, on est à peu près 25% par rapport aux hommes. Et au niveau national, c'est exactement la même chose, quoi. C'est une tendance. Alors après, pourquoi les femmes n'ont pas des postes à responsabilité dans la fonction publique sur des gestions de services des sports? Il y a plusieurs paramètres. Il y a effectivement le concours, puisque voilà, on accède à cette fonction par concours, concours avec préparation, etc. Donc c'est quand même un parcours qui est un petit peu long. Et puis après, bien, voilà, plus on prend des responsabilités, bien, plus on a de contraintes en soirée, en week-end, etc. Donc voilà, je ne sais pas, peut-être que Magali, toi, tu as une idée sur pourquoi les femmes ne viennent pas nous rejoindre sur ces postes-là, sachant que sur les catégories B, les éducatrices et éducateurs sportifs, donc comme nous avions vu tout à l'heure, donc qui peuvent venir avec un brevet d'État, qui ont aussi un concours, puisque dans la fonction publique on y accède, on est fonctionnaire par concours, ne sont pas plus nombreuses qu'au niveau des catégories B. Si je regarde un petit peu, moi, au niveau de mes collègues et ce que je connais, voilà, les hommes sont majoritairement représentés, aussi bien sur les maîtres nageurs que sur les éducateurs sportifs terrestres. Donc voilà. Mais où sont-elles? Et est-ce que le fait que vous soyez donc en minorité encore pour le moment, justement, joue sur les débats que vous pouvez avoir dans votre organisme? À savoir, est-ce qu'on peut prioriser pour faciliter la pratique du sport au féminin?
Alors c'est vrai qu'on a des sujets qui tournent pas exclusivement sur la pratique féminine, puisque nous on accueille tout le monde, et on a nos centres d'intérêt qui sont pas forcément que sur ce sujet-là. On va parler beaucoup de rénovation thermique, on va parler de gestion d'une piscine, on va parler, enfin voilà, de choses très techniques. C'est vrai que on porte pas l'accent sur et les femmes dans notre profession. Voilà, c'est pas, on n'en a pas forcément toujours parlé. On est toujours content quand on a une adhérente en plus qui vient. Mais voilà, on sait que de toute manière, c'est pas notre action. Nous, on est au bout de la chaîne, donc c'est plutôt les actions sur effectivement les étudiants qui vont avoir, on va dire, un effet pour pouvoir rejoindre dans 10 ans les professions sport dans les collectivités, si je parle moi pour les collectivités, quoi. Magali, vous voulez ajouter sur ce fait par rapport aux institutions là, professionnelles où justement on travaille sur les outils, comme vous disiez, sur l'entretien ou autre, c'est de se dire mais est-ce que cette partie féminisation est importante ou pas? Alors, je sais qu'au sein des communes, on accueille qu'on appelle les stages d'observation, donc les élèves qui sont en 3e, puisque les services des sports attirent quand même, donc que ce soit des hommes ou des femmes. Après, effectivement, je rejoins Pascal, on n'est pas très nombreuses en tant que femmes, même dans les collectivités territoriales, et quelles que soient les filières, puisqu'on a plusieurs filières administratives, culturelles, animation, donc, mais quelles que soient les filières, effectivement, les femmes sont sous-représentées à des postes de responsables, cadres et responsables. Donc voilà. Après, on a aussi, alors vous êtes universitaire, mais on peut aussi accueillir des alternants. Mais c'est vrai que c'est plus, en tout cas pour ma part, ceux que j'ai accueillis, des métiers de secrétariat et qui n'étaient pas forcément destinés à travailler au sein d'un service des sports, parce qu'en fait, les personnes ne savent pas, les jeunes ne savent pas ce qu'on fait au sein d'un service des sports, que ce soit des hommes ou des femmes. D'ailleurs, je vais accueillir un étudiant en STAPS pour un stage en licence qui m'a dit super, je vais savoir ce qu'on fait dans un service des sports, parce que je n'en ai aucune idée. Et moi aussi, en tant qu'étudiante, je ne savais pas, je ne savais même pas qu'il y avait des services des sports, d'ailleurs dans les mairies. Donc c'est vrai que je ne sais pas si en formation aujourd'hui on explique, c'est pour ça que j'avais fait l'IPAG, qui permettait l'Institut de préparation à l'administration générale de savoir comment fonctionne une mairie et de pouvoir entrer dans ce milieu et de combiner à la fois un métier de terrain et un métier administratif. C'est-à-dire que quand on est responsable d'un service des sports, on n'est pas toute la journée derrière un bureau, on va sur les infrastructures, on se déplace, on rencontre donc que ce soit des partenaires, des prestataires, des présidents d'associations. On ne fait pas que être derrière un bureau toute la journée, c'est pas plan-plan, c'est pas. Il y a des choses à faire, on bouge. Enfin voilà, c'est dynamique. Et justement, Delphine, en tant que présidente de club, d'association, ce rapport aux collectivités, justement au service des sports, vous venez avec des problématiques. Je parle par exemple au niveau des infrastructures, des vestiaires, du comportement, du lien. On parlait du positionnement entre sportifs et sportives. Vous, quand vous allez voir une collectivité, ça se passe comment ? Vous demandez des moyens, vous demandez de réfléchir, qu'est-ce que vous faites, comment ça se passe? Alors, nous, ce qu'on demande, c'est forcément des moyens, mais des moyens financiers et des moyens forcément d'infrastructure. J'ai eu la chance, moi, et c'est pour ça que ça fonctionne très bien aussi, d'avoir été extrêmement bien suivie, parce que je suis arrivée à une période où le maire de la ville de Rouen, qui est également le maire de la métropole du coup, enfin juste avant les élections, avait décidé que demain le sport rouennais serait féminin. Donc moi j'ai surfé sur une magnifique vague qui m'était offerte. Voilà, ça a permis malgré le fait que je descendais de niveau sportivement, on a multiplié par, je crois, 3 nos subventions
avec la ville de Rouen. On a multiplié par 4 les subventions avec la métropole parce qu'on partait vraiment de très très bas et ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas beaucoup de choses qui étaient faites pour les femmes et qu'à un moment donné, il fallait peut-être que ça change. On a également la chance, donc moi l'adjointe au sport à la ville de Rouen c'est une femme, à la Seine-Maritime c'est une femme, à la région c'est une femme. Donc ça a été un peu facilitant pour mettre en place en tout cas notre politique et nos besoins. Maintenant, il y a un vrai sujet qui est les infrastructures. Et là, en tant qu'élu de la Fédération française de rugby, je peux en discuter. Il y a des moyens qui sont mis en place pour que justement la fédération, l'ANS, accompagne les collectivités à pouvoir justement investir dans les vestiaires, notamment pour les jeunes filles. Et ce déploiement en fait, de moyens pour les infrastructures sont directement liés à l'accueil du public féminin. Donc, parce que souvent encore, dans certains clubs, on a des jeunes filles qui sont obligées de se changer soit au mieux dans le vestiaire arbitre, et sinon dans les toilettes, parce que c'est plus compliqué. Justement, donc vous l'accueillez comment? Ou vous-même, au niveau des collectivités, des villes, des politiques de la ville, vous allez au-devant aussi de ce genre de questions, de problématiques? Magali. Alors oui, moi, dans les petites communes dans lesquelles j'ai travaillé, j'ai pu proposer des actions pour les femmes qui au départ avaient été moyennement reçues, donc notamment la mise en place d'une animation Zumba Fluo, donc, qui consiste à faire la nuit un maquillage fluo donc dans une salle toute noire et proposer donc une animation avec maquillage en Zumba Fluo. Donc même si c'était ouvert à tout le monde, on a eu un public 100% féminin. Mais quand j'ai proposé ça en commission sport la première fois, j'ai eu des réflexions. Ce n'est pas une activité sportive, la Zumba. Ce n'est pas un sport. Pourquoi faire pour les femmes? C'est vrai que quand on est dans une commission entourée d'hommes, il faut vraiment argumenter et ne pas lâcher. Donc, et ça s'est très bien passé puisqu'on a eu aussi des participantes qui n'étaient même pas de la ville en fait. Donc on a fait via la page Facebook de la ville, on a fait beaucoup de vues. Enfin, l'événement a vraiment circulé. Et du coup, on l'a refait. Voilà. Donc en fait, il y a une demande, quoi. C'est un constat. Il y a une demande. Le public féminin veut aussi avoir des activités autres et des activités sportives. Et à partir de là, vous ouvrez, vous créez d'autres actions. Alors, on cible les scolaires. Là, c'était vraiment plus ponctuel. Si on veut inciter la pratique sportive féminine, il faut commencer dès l'école. Donc, il faut que les services des sports travaillent au sein des écoles avec des directeurs et des directrices d'école qui sont partantes aussi. Parce que, voilà, il faut travailler avec les personnes qui sont volontaires. Sinon, on ne rentre pas dans l'école. Et puis, effectivement, qu'il y ait une volonté politique, puisque le principe d'une commune et d'une agence et qui travaille avec son adjoint et qui répond aussi à une volonté politique. Si elle n'est pas là, c'est plus compliqué. Et vous, Pascal, vous qui avez justement été dans des collectivités, dans des villes sportives, que ce soit Maromme, que ce soit Val-de-Reuil et maintenant Évreux, qui a un passé aussi historique sur le plan sportif, vous sentez aussi des différences suivant les territoires, suivant les publics, suivant les politiques de la ville qui peuvent être différentes? Moi, ce que j'observe, c'est que les politiques en faveur des femmes dans les petites communes sont plus faciles à mener parce il y a plus de proximité avec les associations, plus de proximité avec le public que dans une commune, voilà, ou une métropole qui sont plus grandes et où il y a des strates entre le public et nous. Voilà, c'est moins facile. Dans les communes, voilà, entre 15 000 habitants où j'ai travaillé. Le contact avec les associations est plus facile et c'est vrai qu'on est là vraiment sur du soutien. Alors effectivement, on peut mener aussi des actions. Enfin voilà, si j'en ai une par exemple pour favoriser la pratique sportive féminine, c'est qu'on avait organisé une double activité, une activité pour les femmes, mais pas que pour les femmes, aussi pour les hommes, et en parallèle, une activité pour les enfants. Donc les enfants pouvaient
être pris en charge par les éducateurs sportifs, et en parallèle, eh bien, on avait aussi une activité de remise en forme pour les parents. Voilà, donc comme ça, les enfants étaient pris en charge, et donc les parents pouvaient à loisir faire une activité sportive, et donc après on faisait des liens activité sportive parents-enfants, etc. Donc voilà, donc c'était une action possible. Et puis nous en tant que gestionnaires d'équipement, les associations, comme dit Delphine, elles ont besoin d'équipement. Donc notre rôle à nous, c'est quand même de favoriser et de faire en sorte, eh bien, que les associations puissent avoir des équipements pour pouvoir mener leurs projets, parce que les associations, elles en ont des quantités des projets. Donc nous, on est là aussi pour favoriser l'émergence de ces projets et que tout ne vienne pas forcément de la ville. Le but, c'est de valoriser nos associations, et on les valorise bien, voilà, en réfléchissant avec elles sur eh bien, les créneaux les plus optimums pour pouvoir pratiquer. Pour les femmes, par exemple, est-ce que c'est en journée entre on va dire 9h et 11h, voilà, pour les femmes qui n'ont pas d'activité professionnelle, sur un créneau où elles ont les enfants à l'école, où elles peuvent être disponibles. Donc voilà, donc c'est faire de la cohésion avec le sport scolaire qui utilise sur les mêmes créneaux. Donc voilà, donc c'est beaucoup de débats, de discussions, d'organisation pour leur permettre que leur projet émerge, quoi. Et pas forcément toujours d'avoir des projets qui sortent de la tête des directeurs. Il y a déjà beaucoup de projets sur les associations, et moi, à mon avis, mon but, c'est de ne pas recréer un millefeuille de dispositifs, mais voilà, de soutenir les associations pour la mise en place de leurs projets. Je vais me tourner vers la salle, prendre un temps aussi d'échange, si vous le souhaitez, si vous avez une intervention ou une question à poser, je vous amène le micro avec plaisir. Et sinon, on poursuit. Si vous avez une interrogation, une précision. On a parlé du milieu rural. Comment ça se passe, vous, d'ailleurs, au niveau où il y a une mixité que vous recherchez aussi, il y a un public plus féminin que masculin. Je vais amener le micro. Merci. Oui, aujourd'hui, nous, on a un public très très féminin, puisque ça doit représenter 70 à 75% de femmes dans notre comité. Moi, je suis président du comité départemental du sport en milieu rural. Hein, c'est un petit comité, puisqu'on a 10 000 adhérents quand même, et 89 associations. Et c'est très très féminin. Et on a aujourd'hui 3 salariés, et ce sont 3 femmes. Seul problème que l'on a, que ce soit chez nous ou ailleurs, c'est le problème de recruter des femmes pour entrer dans nos conseils d'administration. Aujourd'hui, le ministère des Sports a mis en place auprès des fédérations et auprès des comités, auprès des ligues et des comités aujourd'hui, dans 4 ans, où il faudra 50% des hommes et 50% des femmes. Or, il faut les trouver, les 50% des femmes. Et je prends l'exemple de notre comité aujourd'hui, que ce soit le régional ou le départemental, on a une femme. Les femmes ne veulent pas s'engager. Et pourtant, on les demande. Et pourtant, on en a 70 à 75%. Quoi faire? Si vous avez la réponse, merci de me la donner. Par rapport à cette question, comment fait-on? Vous êtes des actrices. Delphine, vous avez directement voulu jouer au rugby, participer, continuer, prendre des responsabilités. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'abord on pratique, ensuite on rentre, après on veut faire bouger les choses. Et comment on arrive à aller justement dans les instances dirigeantes comme vous maintenant à la Ligue de rugby, à la fédération? Alors déjà, pour être présidente, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a décelé chez moi des compétences qui pouvaient coller avec cette fonction, donc que moi je n'avais pas identifiées, et parce que je pense que je me sentais pas capable de tout ça. J'avais un manque de confiance en moi qui faisait que c'est pas forcément ce que je pouvais laisser transparaître. En revanche, au fond de moi, c'était la trouille absolue. Et d'ailleurs, je vous invite, garçons comme filles, à lire le livre d'Elisabeth Kadosh, Syndrome d'imposture,
qui est très intéressant et qui apprend beaucoup sur soi. Et en tout cas, cette première fonction de présidente, je l'ai appris sur le tas et j'ai été accompagnée par des hommes. Donc en fait, moi, c'est toujours des hommes qui m'ont qui ont décelé des compétences chez moi et qui m'ont qui m'ont encouragée, en tout cas, à aller sur des postes. Et qui ont servi un peu de mentor après derrière. Et ça a toujours été comme ça que ça s'est passé. Et je les en remercie maintenant. Donc voilà, c'était pas ma volonté au départ, c'était vraiment, ça m'est tombé dessus un peu par hasard. Pour rebondir sur ce que vous disiez, comment on fait pour faire venir les femmes ? Je pense que déjà, c'est de réussir à identifier des compétences et de les mettre à la bonne place. Parce que, au-delà du fait qu'elles ne veulent pas venir, des fois elles ne veulent pas venir aussi parce que, et c'est des retours que moi j'ai déjà eus, elles n'ont pas envie, dans une asso de rugby par exemple, les mamans on les met avec les petits et on leur demande de faire le goûter. Souvent c'est ce qui se passe, on leur demande ça. Oui. Non, mais bien sûr. Que vous voulez leur donner des places. C'est ce que je retiens. Merci. Merci beaucoup. Et moi, je retiens la compétence, en fait. Et on sait que dans les instances, pour pouvoir accélérer le processus de mixité et de parité homme-femme, on a instauré les systèmes de quotas sur les listes, on a instauré et ça fait débat, ces histoires. C'est juste mécanique ou c'est juste par rapport à la compétence? C'est savoir qu'est-ce qui est le mieux. Une femme veut être dans les instances si elle est compétente. Pas simplement pour faire nombre, pas forcément pour être dans cette parité décidée par la loi. Par contre, c'est un magnifique accélérateur pour vous permettre au public féminin, aux responsables, aux compétences que vous pouvez avoir, de prendre des places aussi. Donc il y a vraiment un débat là-dessus, presque philosophique, sur les quotas et sur la parité. Pascal, vous vouliez intervenir ? C'est vrai qu'au niveau des quotas, moi en tant que femme, j'ai un peu de mal avec ça. En se disant, voilà, j'ai ma place dans une association, non pas parce que je suis compétente, parce qu'on reconnaît une plus-value, mais parce qu'effectivement, il faut qu'il y ait un quota, 50% de femmes, et voilà. Et donc ça va être la course à qui va trouver le plus de femmes pour pouvoir respecter ces quotas. Alors, effectivement, ça peut être un accélérateur et peut-être que les femmes vont se poser des questions en disant effectivement, pourquoi pas moi ? Mais il y a quand même un effet pervers, quoi, en disant on n'est pas là parce qu'on est compétente, mais on est là juste parce qu'il y a besoin d'un quota. Et ça peut aussi avoir l'effet inverse en disant non, je ne vais pas venir parce que si je ne suis qu'un quota, je n'ai pas envie de m'investir si je ne suis considérée que comme un quota. Bon, voilà. Après, voilà, ce sont nos politiques qui décideront, pas forcément nous, mais moi j'ai l'expérience dans la fédération d'athlétisme, ou sur la ligue normande d'athlétisme, c'est exactement la même chose, quoi. Ils vont avoir du mal à boucler la liste par rapport à ce fameux quota. Donc voilà, donc je me suis dit, allez, j'y vais. Donc voilà, sur la prochaine élection au niveau de la Ligue de Normandie d'athlétisme, je me suis proposé d'y aller. Bon, parce que j'ai mon conjoint qui y est, je me suis dit, voilà, j'y vais avec lui.
mais je trouve que c'est pas valorisant. Je trouve que c'est pas valorisant pour nous. Voilà. Alors après, je sais pas, on a des jeunes filles dans la salle qui, je sais pas comment est-ce qu'elles vont le prendre, parce que c'est elles les futurs gestionnaires d'associations ou de services des sports. C'est aussi à elles de nous dire un peu comment est-ce qu'elles le ressentent. Mais enfin, nous étant dans la place, je trouve que c'est pas valorisant, quoi. Vous voulez poursuivre sur cette réflexion? Alors, moi, j'ai juste les retours par rapport au niveau associatif, effectivement. Donc, on constate qu'il y a des femmes, soit parce que leur enfant, en tant que présidente, fait partie du club et que le président a démissionné. Donc, je trouve qu'elles ont beaucoup de courage parce qu'elles ne connaissent pas forcément bien la discipline, ni les rouages, parce que malgré tout, être président, ça implique beaucoup de responsabilités. On peut être amené à avoir des salariés ou même des services civiques, enfin, d'avoir pas mal de responsabilités en plus de son travail. Donc, c'est vrai que c'est pas évident, mais il y en a qui se lancent. Ou alors, on a d'autres types de femmes qui sont déjà bien investies dans d'autres domaines, en tant que, dans la fonction politique, en tant qu'élue ou en tant qu'adjointe, et qui cumulent en fait, et qui sont investis dans différents domaines. Moi, je trouve qu'on a ces deux profils. Voilà, entre les après, à part ça, voilà. Est-ce que je vous propose de regarder une capsule, là aussi, d'actrices du milieu sportif, par rapport au football, justement, et au regard que certaines personnes peuvent changer de par la pratique. Parler bien sûr de la mixité aussi par rapport à on prend des responsabilités. Bonjour, je m'appelle Chloé Pogu, j'ai 20 ans. Je viens de terminer mon BPGEPS sport collectif où j'étais en apprentissage au sein de mon club, l'AS Sud-Loire. J'encadre actuellement les U11 masculins et j'y suis aussi licenciée en tant que gardienne des seniors féminines. J'ai décidé de suivre une formation dans les métiers du sport après m'être fait une première expérience en tant que bénévole au sein de mon club, ce qui m'a confortée dans mon choix d'orientation. Mon BPGEPS sport collectif m'a permis de développer mes compétences, mais aussi de passer du statut de bénévole au statut de salarié. Je ne compte pas m'arrêter là puisque j'entame une formation BMF au sein de la Ligue de football des Pays de la Loire. Dans un avenir proche, je me vois toujours comme éducatrice sportive dans le football, tout en continuant de développer mes compétences professionnelles. Je souhaite notamment gagner en responsabilité, mais aussi m'orienter vers un autre type de public avec le développement du sport santé. En tant qu'éducatrice sportive, je ne rencontre pas forcément de difficultés dans mon travail au quotidien. Je ne pense pas que ce soit le genre qui apporte tant, mais plutôt la personnalité qui prime. J'ai d'ailleurs une anecdote qui revient assez régulièrement. Quand j'accompagne mes jeunes U11 lors des compétitions, on m'identifie souvent comme une simple accompagnatrice, alors que je suis la responsable de l'équipe. Si j'avais un conseil à donner aux jeunes femmes qui nous regardent, c'est surtout de ne pas avoir peur de se lancer, mais aussi de ne pas avoir peur du regard des autres, des parents qui peuvent être autour des terrains, du fait de son genre ou de son jeune âge. La pratique du football féminin étant de plus en plus démocratisée, ça se ressent énormément sur les métiers de l'encadrement au sein du football. La place de la femme dans le sport évolue de manière positive. Je le vois notamment avec le changement des mentalités des jeunes que j'encadre. Ils s'empressent même de corriger les adultes et les autres joueurs lorsque l'on m'appelle le coach. Comme vous le voyez, même dans le football, on a des opportunités, donc foncez! Donc là, on parle d'évolution aussi du regard que l'on peut avoir par rapport aux éducateurs, aux éducatrices. Dans ce cas, c'est se dire que je sois femme ou homme, qu'importe, c'est la compétence que je peux avoir sur le terrain, l'encadrement que je peux avoir. Est-ce qu'on sent une évolution, vous, dans vos parcours, par rapport justement à ce regard? Est-ce que vous disiez tout à l'heure, Pascal, que vous, comme dans tous les métiers, en tant que femme, il faut faire sa place dès qu'on encadre. Et sur un terrain, par rapport à la pratique du sport, est-ce qu'on sent une évolution tout de même dans ce regard? Est-ce que ça ne passe pas justement aussi par les enfants, par l'éducation? Question vaste. Qui se lance?
Alors, il est vrai qu'on a vu une évolution. Et c'est effectivement passé par la démocratisation des sports ouverts même au public féminin. J'ai une petite anecdote, il y a l'école de rugby qu'on avait montée à la SRUC il y a peut-être 10 ans maintenant. Tous les enfants avaient comme éducateur un garçon et une fille. L'équipe phare, c'était une équipe féminine, et tous les enfants qui pratiquaient le rugby, qui commençaient le rugby, il y avait un éducateur homme, une éducatrice. Et donc les enfants avaient l'habitude du coup de voir des filles pratiquer le rugby, donc c'était monnaie courante. Et ces enfants-là ont grandi et se sont retrouvés dans un club un peu plus grand où il n'y avait pas cette mixité au niveau de l'encadrement quand ils étaient jeunes. Et tous ceux qui étaient issus de ce club ont été hyper ouverts à la pratique féminine. Jamais un mot discriminant ou jamais, contrairement aux autres qui n'avaient pas vécu ça, qui avaient du mal à accepter le public féminin qui arrivait dans un sport dit masculin, et c'était vraiment compliqué. Donc en fait, c'est pas une question de c'est mieux qu'avant, ça évolue. En fait, c'est quelle action on met en place à un instant T. Si on l'arrête, en fait, ça s'arrête aussi. Donc, en fait, il faut pérenniser en fait les bonnes actions et les bonnes pratiques pour pouvoir le vivre ensemble, dont on parlait tout à l'heure, savoir vivre ensemble justement sur ces sports-là aussi qui sont dits masculins. Et je pense que le football a très très bien réussi ça, très très bien, parce que c'était des sports dits masculins. On voit sur le plateau Est une école de foot féminin où il y a 150 jeunes filles. 150 jeunes filles. Voilà, il n'y a que des filles, il y en a 150. Et moi, ils me font rêver, eux. Je les trouve impressionnants. Et je pense que c'est plutôt les politiques de clubs et territoriales aussi de mettre ça en place et de le valoriser pour que justement ça puisse devenir pérenne et une habitude pour tous. On peut élargir et parler de visibilité justement du sport, parce que quand on vit justement avec cette mixité, on ne se pose plus la question après, ou beaucoup moins la question après. Donc on parle aussi de visibilité. On sait, je disais tout à l'heure, en aparté, 85% des sports télévisés à l'heure actuelle sont des sports masculins. Donc forcément, les financements, les sponsors, où l'envie de pratiquer ce sport, il est masculin. Donc si on n'ouvre pas cette visibilité, on ne va pas donner l'envie à la pratique du sport. Plus on passera, et vous parliez de la coupe de football et la coupe du monde de rugby, où on a eu de la visibilité, et derrière, deux sports féminins, les Jeux Olympiques aussi, ont amené des nouvelles licences, ont amené des nouvelles pratiques. Donc il faut pouvoir rentrer dans un cercle vertueux, montrer les sports féminins qui vont donner l'envie à des féminines de pratiquer, et qui vont donc donner l'envie à certains de monter des modèles économiques dont on parlait tout à l'heure avant de débuter. C'est ça aussi peut-être qui est une des voies futures à examiner, aller vers cette visibilité du sport féminin. À mon avis, effectivement, c'est un cercle vertueux. Plus on a de visibilité sur des sports féminins, plus ça donne envie aux enfants de pratiquer. Pour moi, c'est une conjonction de plusieurs faits. Effectivement, les collectivités territoriales sont là pour soutenir la pratique associative et les soutenir dans la diversité de leurs projets. Donc on a des leviers, évidemment, la mise à disposition d'équipements, mais aussi la politique de subventionnement. Et donc c'est aussi un fort levier, Delphine en parlait tout à l'heure. C'est vrai que voilà, le fait d'avoir eu cette opportunité d'avoir un financement pour pouvoir faire des projets sur la pratique féminine, eh bien voilà, ça a donné le déclencheur. Et donc c'est vrai que ça se retrouve dans beaucoup de collectivités où maintenant dans les dossiers de subvention, eh bien, il y a la pratique féminine, il y a la pratique aussi des publics éloignés de la pratique, enfin, voilà, la pratique sport santé, la pratique pour le sport handicap. Donc
toutes ces on va dire, actions fléchées, ça incite aussi les associations, les comités, les fédérations à réfléchir sur quelle est la place de la femme dans leurs activités sportives. Le fait de téléviser des sports dits masculins, eh bien, ça aussi donne l'envie au public de dire voilà, le foot, le rugby, c'est pas réservé que pour les filles, et puis les filles ne font pas que de la gymnastique ou de la danse. Plus on va en parler, plus on pourra se projeter et on pourra aller vraiment dans les foyers, puisque par exemple sur Évreux, où nous avons une population très différente en fonction des quartiers, et sur les quartiers qui sont plus populaires, eh bien on pourrait se dire toutes les jeunes filles elles vont aller à la LM Foot par exemple. Eh bien non, il faut vraiment que le club se bagarre et aille auprès des familles pour que les jeunes filles se disent oui, le foot c'est pour moi, même s'il est de l'autre côté de la route, j'ai le droit aussi d'aller sur le terrain de foot. Et pas que sur le terrain de foot, sur le terrain de hand, de basket. Mais voilà, comme sur l'ALM, à la Madeleine, c'est quand même le foot qui est prépondérant. Si on rentre dans les foyers, si les parents voient du foot féminin, du rugby féminin, du basket féminin, du hand féminin, de la boxe féminine, eh bien, ils auront un écho plus favorable à leur enfant qui dit moi, je voudrais bien pratiquer. Et si on le voit à la télé, si on voit des sportives, des championnes sur ces sports dits masculins, eh bien, ça favorisera l'accès, quoi. Donc, par là même, un vecteur véritablement d'égalité entre l'homme et les femmes. Si à partir du moment où tout le monde pratique, tout le monde a cette visibilité-là, oui. On parle moins de différence, on parle juste de sport, d'activité. Oui, tout à fait. Oui. Et ça, est-ce qu'on propose, Loris, de voir une dernière petite capsule, justement, d'une athlète de haut niveau qui est allée, là on est il me semble, dans l'athlétisme, justement, Pascal. Mon parcours sportif, c'est que j'ai débuté l'athlétisme à l'âge de 10 ans. Je suis devenue internationale à l'âge de 23 ans. J'ai assisté à des compétitions internationales telles que les championnats du monde à Helsinki et les championnats du monde à Moscou et les Jeux de la francophonie au Niger. Voilà, moi je pense qu'aujourd'hui, je ne peux pas dire oui, je suis une femme, je ne peux pas y aller, ou je suis un homme, je peux y aller. Je pense qu'aujourd'hui, il faut se dire que j'ai les compétences, j'ai la formation nécessaire et j'ai des idées, j'ai une vision et je veux aussi aller la proposer sans s'attarder au sexe. Pour moi, je pense que le plus important, c'est le résultat. Les femmes ont autant leur place que les hommes dans les métiers du sport. Les femmes ont autant leur place dans les métiers du sport que les hommes. Il nous reste 10 minutes pour en parler. Qu'est-ce que vous en pensez? Effectivement, on revient sur les compétences et sur le regard qu'il faut changer. La difficulté que dans le milieu sportif, que la femme puisse avoir sa place aussi. Vous donniez des exemples tout à l'heure sur le regard que certains qui sont en place peuvent avoir sur les femmes. Qu'est-ce qu'elles font là? Qu'est-ce qu'elles viennent nous embêter? Puis il y en a d'autres qui, au contraire, profitent des compétences, de ces nouvelles compétences qui sont là aussi. C'était Billie Jean King qui disait que le sport était un vecteur social important. Et lorsqu'elle avait fait son match de tennis contre un homme aux États-Unis, c'était en 1973, derrière, ça avait engendré une augmentation fulgurante des licences féminines en termes de sport. Donc il y a toute cette visibilité de compétences, mais il faut se battre. Ce que vous disiez, Delphine, tout à l'heure, il faut avoir l'envie aussi de le faire. C'est pas juste de dire on va prendre la place, c'est juste j'ai envie de me faire plaisir, mais je vais faire ma place. Et ça, vous l'avez vécu encore à l'heure actuelle, même au niveau des instances fédérales?
Oui, c'était pas forcément évident de prendre une place comme celle-ci. Quand on arrive dans les instances fédérales, il y a tout le côté patriarcal qui ressort et qui prend toute sa place. Ouais, c'est ça. Et ils se demandent pourquoi ça change, parce que c'était bien avant. Et de voir de nouvelles têtes arriver, c'est pas toujours. Et en plus des femmes qui n'y connaissent rien, qui ne connaissent rien au rugby, les filles, donc du coup elles n'ont pas besoin d'être là. Mais blague à part, ce côté-là évolue quand même, mais grâce aux politiques en fait. C'est grâce à tout le chemin qui est fait depuis maintenant, j'ai envie de dire presque 15 ans, où petit à petit il y a des choses qui se sont mises en place, tout bêtement, et même les entreprises qui en prennent conscience, mais tout est lié aussi un petit peu à l'économie. C'est-à-dire que moi, je réponds avec mes projets RSE, je réponds à des fonds de dotation des entreprises qui ont pour projet d'aider les associations qui mettent en valeur les femmes. Donc ils les mettent aussi bien en valeur sur le côté sportif, sur le plan sportif, mais sur le plan aussi structurel de l'asso. Donc le fait, nous on est beaucoup de femmes au comité directeur, ça plaît forcément, et c'est aussi pour ça que je pense que j'ai été sollicitée pour la fédération, c'est que j'ai tellement fait et œuvré sur mon territoire dans ce sens que comme tout doit se féminiser un petit peu, c'était un peu l'aubaine pour eux d'avoir en Normandie en plus, il n'y avait pas beaucoup de candidats et de candidates, d'avoir des gens qui étaient actrices sur le territoire, c'était forcément une aubaine pour eux. Mais c'est vrai que nous, on peut constater quand même en milieu rural où moi je suis, ou même en milieu urbain, que l'accès au sport est quand même possible maintenant. Il y a des sections féminines qui s'ouvrent dans le rugby, en football, en hand, en volley. Pour les sports classiques, universitaires, les femmes jouaient déjà aussi. Donc la réalité, c'est qu'il est possible de faire du sport et il est possible d'en faire son métier derrière, puisque c'est le propos d'aujourd'hui. On passe toujours par la pratique avant de découvrir le métier. Qu'est-ce que, par rapport à vos parcours ou par rapport à ce qui se passe, est-ce qu'on peut rentrer dans un métier du sport sans avoir une passion, avoir pratiqué avant ? Alors, juste avant, je reviens sur ce que vous disiez au début. On peut tous pratiquer à n'importe où, n'importe quel sport. Oui et non. Parce que petit, on peut pratiquer en mixité sans aucun problème. Par contre, à partir du moment où on arrive à un certain âge, là c'est un peu plus compliqué de trouver déjà Alors je prends là encore l'exemple du rugby parce que je le connais bien, mais jusqu'à 15 ans, on peut pratiquer avec les garçons. Après 15 ans, on doit trouver une équipe féminine, et que féminine. Et là, c'est un peu plus compliqué de constituer des équipes suffisantes pour pouvoir rentrer dans un championnat. Donc soit il faut s'expatrier, soit il faut trouver des solutions. Après, est-ce qu'il faut passer par la pratique pour faire le sport ou Je pense qu'on y trouve une appétence. On a une appétence à un moment donné pour le sport. Donc du coup, par voie de conséquence, on va essayer de faire un métier qui va aller dans ce sens-là. Je ne pense pas que d'entrée de jeu, on se soit dit je vais aller au conseil municipal pour être adjointe au sport. Je ne pense pas que ce soit un rêve de petite fille. Je pense qu'on a pratiqué, on a fait des choses, on a découvert des horizons et on s'est dit ça peut être sympa d'aller là-dedans et de faire évoluer ma pratique parce que j'ai envie d'agir pour ma pratique. Voilà, parce qu'on a vécu des choses et moi c'est aussi ça. En tant que joueuse, j'ai été joueuse. Il y a des choses qui m'ont pas plu, donc je râlais forcément. Donc comme je râlais, j'ai dit je vais agir. Donc c'est pour ça aussi que j'ai accepté le rôle de présidente. En tant que présidente, je peux prendre des décisions pour mes copines et moi. Et puis après, je râlais avec des choses qui ne me plaisaient pas au niveau de la ligue. Donc j'y suis allée. J'ai changé des choses qui ne me plaisaient pas. Et là, au niveau de la fédé, il y a des choses qui ne me plaisent pas, notamment le statut des joueuses qui n'est pas valorisé à sa juste valeur. Et moi, j'ai un garçon et une fille, les deux font du rugby. Et je suis obligée d'expliquer à ma fille qu'elle n'a pas les mêmes droits que son frère dans le même sport. C'est quand même fantastique, ça. Donc du coup, comme je ne suis pas contente, j'agis. Voilà. Vous voulez intervenir, Magali, Pascal, sur cette, pour
on va arriver tranquillement au terme de cet après-midi. On se retournera si vous avez quelques questions auparavant. Alors, pour la question de est-ce qu'on doit pratiquer du sport pour travailler au sein d'une collectivité territoriale et être responsable de services des sports, je pense que si on a déjà une vision de permettre l'accès au sport pour tous, c'est déjà beaucoup. Et puis l'envie de mener des projets pour justement développer effectivement le sport féminin, le sport handicap, comme tu le disais Pascal, c'est suffisant. Enfin, moi, c'est ce qui m'anime, c'est la mise en place de projets, de développer la pratique sportive pour tout public, et puis de faire des partenariats, que ce soit aussi bien avec les associations qu'avec même des prestataires, de travailler avec des enseignes, enfin voilà, de travailler avec un maximum de personnes pour développer la pratique sportive sur le territoire, quelle qu'elle soit. Et vous, Pascal ? Alors moi, je pense que sur nos métiers à nous, c'est pas, à mon avis, c'est pas une composante, c'est pas nécessaire d'être sportif de haut niveau, etc. Je pense qu'il faut avoir l'esprit associatif. Parce qu'on travaille quand même, on est dans le service public, donc on travaille au service des autres. Donc il faut le connaître quand même, ce milieu associatif. Si on ne connaît pas le milieu associatif, si on ne connaît pas leurs contraintes, eh bien c'est compliqué pour un cadre territorial qui doit travailler avec eux de vraiment coller l'action publique avec l'action des associations. Donc je pense quand même qu'il faut quand même connaître et avoir vécu et s'y être confronté pour pouvoir répondre au plus juste. Sinon on est des fonctionnaires bêtes et disciplinés qui appliquons et voilà. Par contre, pour rentrer dans une association, pour prendre des responsabilités, par expérience, on voit que souvent ce sont les parents ou les mamans, papas, des enfants qui pratiquent, qui souvent prennent le relais. Alors en commençant par faire la buvette, souvent, et puis progressivement, la maman elle devient secrétaire ou trésorière et le papa il devient président. Hein, c'est quand même souvent comme ça. Bon voilà, peut-être parce qu'on écrit mieux, je sais pas. Ça doit être ça. De moins en moins. Mais c'est vrai que, donc les parents ne sont pas forcément des pratiquants. Ils accompagnent leurs enfants, ils soutiennent leurs enfants, et donc petit à petit ils rentrent et ils s'investissent dans l'association. Donc dans ce cadre-là, être dans un comité d'administration d'une association, à mon avis, c'est pas nécessaire d'être pratiquant. Voilà, il y a plusieurs entrées, hein, notamment quand ce sont des associations avec des enfants, quoi. Voilà. Je me tourne vers les STAPS qui sont présents. Vous êtes tous des sportifs. Vous pratiquez tous un sport, ou il y a l'exemple justement d'une personne qui ne pratique pas mais qui est intéressée par les métiers du sport? Oui. Si, voilà. Allons-y, je monte. Bonjour. Je m'appelle Kaina. Du coup, moi, j'ai pratiqué, mais là, à l'heure actuelle, je pratique plus trop. Par contre, je donne des cours de body karaté. Et du coup, ma maman, elle a une association de body karaté, elle en est la présidente. Donc, du coup, c'est une pratique quasiment, malheureusement, exclusivement féminine. Donc, du coup, il n'y a pas trop le problème de genre dans la direction. Et voilà, mais je suis sportive, c'est juste que là, avec les cours, plus moi j'ai un emploi à côté, c'est un peu plus délicat de trouver le temps. Mais sinon, je suis pas éloignée du monde sportif et je fais mes études en STAPS. Je suis dans le monde sportif, c'est juste que je manque de temps en fait. Merci Kaya. D'autres, vous voulez intervenir? Je vais me rapprocher, et puis, puisqu'on arrive au terme un peu de cet après-midi, pour justement, j'espère qu'on a survolé peut-être, mais tout au moins abordé certains sujets pertinents sur la féminisation du sport et sur les métiers du sport.
Ce que je vous propose, c'est déjà de vous remercier d'être venu cet après-midi ici, accueilli par l'UFR de Rouen, dans les domaines. Delphine, bonne continuation au niveau donc, des instances fédérales. Je rappelle que vous êtes présidente du Valkyrie Normandie Club. Magali, responsable du service des sports de la vie associative à la ville de Barentin. Il est noté après Cité des Arts. Barentin, Cité des Arts. Et puis Pascal Rabaud, directrice promotion du sport, de l'animation du territoire de la ville d'Évreux. Voilà pour notre ébroïcienne du jour. Merci beaucoup. J'espère que vous avez passé un bon moment aussi, que vous-même, vous avez pu apprécier. Monsieur le directeur de la PSL 27, je vais vous laisser conclure et puis permettre peut-être d'installer un petit jus d'orange, Loris, peut-être, après. Non, tout simplement vous remercier, mesdames, pour ces témoignages fort intéressants qui mettent aussi en perspective, nous aussi en tant qu'hommes, certaines approches qu'on peut avoir des fois, et notamment dans certains sports. Là, je regarde Delphine parce que par rapport à notre filiation sur le rugby, mais c'est vrai qu'on a aussi, nous les hommes, à faire encore, alors même si on s'est amélioré quand même. Mais voilà, à aussi faire des efforts dans nos perceptions des choses, parce que quand vous renvoyez, notamment Pascal, ce que tu disais à la fin, tu démarres à la buvette, t'es secrétaire et papa est président, c'est tellement vrai en fait. C'est tellement vrai que en fait, ça interroge quand même encore vachement dans notre perception et des instances dirigeantes derrière, parce que c'est tout un système qui aussi... là, je parle des instances fédérales notamment. C'est tout un système qui est aussi institutionnalisé. Et je trouve que voilà, ça, c'est vraiment la réflexion qu'on peut avoir. C'est qu'on en est encore là, même si voilà, depuis une quinzaine d'années, ça a beaucoup bougé. Par ce que vous avez annoncé, aussi dit sur la médiatisation des sports féminins qu'on retrouve. Le football qui a fait vraiment un effort. Le football qu'on critique souvent, parce que c'est vrai que c'est facile, c'est le sport le plus populaire, on lui tape dessus. Mais lui, il a carrément, je ne sais plus, imposé des équipes, et ça c'est au niveau fédéral, imposé l'équipe féminine. Et depuis qu'ils ont fait ça, ils ont explosé en termes d'adhérentes complémentaires. Et c'est peut-être aussi un moment imposé. Alors, je ne sais pas si nous, ça serait applicable dans le rugby, parce que on a quand même cette notion de volume, un moment de pratiquants, avec des images aussi des sports qui ne sont pas forcément toujours par les médias. Ce qu'on voit aujourd'hui dans le rugby masculin, ça ne donne pas envie forcément à des parents de mettre leurs enfants et encore plus leurs filles au rugby, si on prend ce style de sport. Mais en tout cas, je vous remercie sincèrement pour ces échanges et merci personnes présentes et j'espère que vous avez apprécié. Voilà. Et merci à mes collègues du 76 que je n'avais pas salué quand même au démarrage. Les collègues du 27. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Moi, je terminerai pour dire que la Normandie, quand même, a des chiffres intéressants en termes de licenciés. Le public féminin est la première région, d'ailleurs, en termes de licenciés, avec le département de l'Eure qui arrive en tête et le département de la Manche en proportion. Voilà pour les licenciés féminines, donc l'Eure et la Manche en tête. Et on va terminer là-dessus. Merci beaucoup à vous. Merci d'avoir assisté à cette conférence. Merci, mesdames.